Depuis que l'homme est homme, il se déplace. D'abord à pied, ensuite en canot, en bateau et finalement en auto. Cette évolution des moyens de déplacement, nourrie par des constructions sociales, capitalistes et non environnementales, sont d'autant plus des raisons qui... Ouais, non, ça le fera pas. On va changer un peu le rythme. On commence par ça. Au Québec, on est poche. La majorité de nos GES, c'est le transport. Puis je parle pas des gros 53 pieds ou des skidoo, là. Je parle de monsieur et madame tout le monde qui prend son char. Fait qu'il faut que ça change. Puis nous, on va commencer ici, à Sherbrooke. Sherbrooke est reconnu pour son Sherbilove, les petits Jésus qui traînent partout, la plus vieille centrale hydroélectrique toujours en fonction au Québec, et sa communauté incroyable de cyclistes malgré les défauts des infrastructures cyclables. Parmi celles-ci, on a l'incroyable Aberdeen qui t'amène nulle part, la toute nouvelle Wells Sud qui a oublié les cyclistes de manière intermittente le long de la Gare Ouest, et la reine des intersections bordéliques, l'intersection Portland-Queen Victoria Belvedere de Montréal. Des fois, j'ai vraiment peur pour ma vie. Ça, c'est Thomas. C'est un gars qui fait 5 pieds 8, il est technicien informatique et il est un grand fan de hockey. Sa transmission a éclaté sur son pauvre vieux bazou, puis en attendant de le réparer, il va faire tous ses déplacements en vélo, même l'hiver. Pourtant, il n'est pas vraiment impliqué dans sa communauté. T'sais, c'est quand même un fan de char. Et il n'est pas super en forme. Thomas n'a pas pris la décision de faire du vélo pour la planète. Franchement, il s'en fout un peu. Si Thomas pédale, ce n'est ni pour l'environnement, ni pour les autres, c'est pour lui-même. Thomas ne réalise même pas encore tous les bienfaits que sa nouvelle habitude a sur sa santé. Il a remplacé une activité sédentaire, la conduite au bureau et assez pratique, par une activité sportive avec de grands bénéfices sur son système cardiovasculaire et son métabolisme. Ce n'est pas juste une impression, en seulement 10 minutes de vélo, le cerveau se remplit d'endorphines, l'hormone du bonheur. Tom se sent donc moins anxieux et est moins à risque de développer des troubles dépressifs. En santé publique, la sédentarité, c'est un enjeu important. Avoir un comportement sédentaire, en fait, c'est faire une activité qui demande très peu d'énergie. On peut penser à quand on travaille devant son ordinateur ou quand on conduit sa voiture. Même si on s'entraîne plusieurs fois dans la semaine, passer de longs moments assis dans la journée augmente notre risque de développer des maladies chroniques comme les maladies du cœur, le diabète de type 2 ou même certains types de cancers. C'est là que de se déplacer à vélo devient super intéressant. C'est un moyen qui nous permet de diminuer notre temps sédentaire dans la journée tout en augmentant notre temps d'activité physique. En plus, pédaler permet de libérer des hormones comme les endorphines et la dopamine, qui augmentent notre sentiment de bien-être, améliorent la concentration et diminuent le stress. Les municipalités ont un rôle clé à jouer pour encourager les déplacements actifs, entre autres en aménageant des infrastructures cyclables sécuritaires. En fait, c'est doublement productif pour Thomas parce que l'utilisation de la voiture est le moyen de transport qui procure le plus de stress. Hey, donc, toi, est-ce que tu étais dans la première ou dans la deuxième cohorte de tout à vélo? Moi, j'étais dans la première. Oh, dans la toute première cohorte? Oui. Puis, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ton expérience? Moi, en fait, j'ai aimé toute mon expérience parce que c'est nouveau pour moi. J'ai ressenti des progrès parce qu'avant, j'ai fait le vélo une ou deux fois dans ma vie quand j'étais adolescente. Mais quand j'ai vu la publication, j'étais waouh. Maintenant ou jamais. Hey, excellent, mais tu as été courageuse de l'essayer. Tout nouveau programme. En plus, c'était très peu connu que Carburant Aventure offrait ça l'année dernière. Donc, cette année, c'était la deuxième cohorte. Donc, la première année, Oui. peu de bouche à oreille encore. Aussi, je trouve beaucoup de diversité là-bas. Un peu de tout. L'Afrique, l'Asie, on est toutes ensemble. Donc, on a appris beaucoup de choses. Oui, puis je trouvais qu'il y avait vraiment une belle sororité pendant les séances. Oui. Tout le monde était dans la bienveillance, tout le monde s'encourageait. Puis ça portait aussi à « Ah, mais là, si elle l'a réussi, peut-être que moi aussi, je peux l'essayer. » Oui. Je vous trouvais brave là-dedans. Oui. Puis ça a été quoi ton moment préféré de ta saison de tout à vélo? Quand on est descendu la rue Belvedere et on a fait tout le tour, on a monté en face de l'école 80. Oui. 80. Avant, on fait ça juste dans le parking. Mais quand on était dehors, sur la route, vraiment, c'était incroyable. Oui, vous avez fait une vraie sortie sur route. Oui, avec les signes et tout, on était vraiment...
cool, c'était cool. Oui, c'était le temps de mettre en pratique tous les apprentissages Oui. que vous aviez eus pendant les Oui. 7 séances. Oui. Vous étiez aussi patiente avec nous. Ah, mais nous, on a une posture tellement privilégiée là-dedans de vous voir évoluer. Là. Oui. Puis nous aussi, on le voit, à quel point ça permet une inclusion. Tu sais, on pédale avec des femmes avec qui on n'aurait pas pédalé sinon. Oui. Donc, on a l'impression d'agrandir la communauté cycliste à chaque fois, puis ça fait du bien. Lorsqu'on se balade à vélo et pas enfermé dans une cage de métal, on remarque à quel point être dehors nous apporte du bien-être physique et psychologique. Mais une chose est encore plus surprenante, c'est le fait de mieux ressentir, entendre ou observer son environnement. Le vélo est un moyen de prise d'indépendance qui permet une liberté nouvelle, notamment en l'absence d'un permis de conduire. Il est un vrai catalyseur de diversité et d'inclusion. Pour beaucoup, ça a été un moyen d'indépendance durant l'enfance. En 10 ans seulement au Québec, ce sont 37 800 enfants qui se le sont appropriés comme premier outil de mobilité autonome. À travers l'histoire et dans le monde entier, le vélo a aussi participé à l'émancipation des femmes dans une société patriarcale. Cela leur a notamment permis de braver les codes vestimentaires contraignants pour des vêtements plus confortables, mais également d'acquérir une autonomie de mobilité nouvelle. Une grande partie des hommes de l'époque ne fut pas satisfait qu'elles puissent jouir de cette liberté. Depuis cette époque et encore aujourd'hui, le vélo a permis de conquérir des espaces jusque-là inaccessibles, offrant une autonomie dans les déplacements du quotidien. Comme 47% des Canadiens et Canadiennes, Thomas vit pas mal paix à paix. Bon, il fait peut-être pas les achats les plus intelligents non plus, mais sans les dépenses incroyables qui lui venaient de son auto, Thomas remarque à quel point son portefeuille se fait plus lourd. Le coût d'une voiture au Québec est d'en moyenne 9 500 $ par année et c'est la deuxième plus grande dépense des ménages québécois à 18,4% des dépenses mensuelles. On dépense plus pour son auto que pour se nourrir. Essence, assurance, contravention, stationnement, ça finit par s'accumuler. En comparaison, le vélo est très peu dispendieux. Un coût initial de quelques centaines de dollars si usagé, ou un peu plus si on y va pour un neuf. Mais il faut dire que l'entretien est significativement moins cher. Puis depuis que Thomas utilise des services communautaires comme la Déraille à Sherbrooke, il sauve en temps, en énergie et en argent pour l'entretien de son vélo. Bonjour à tous, c'est Benjamin Gagné pour QBC. Je suis en présence aujourd'hui de Simon Bérubé de la Déraille. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour Benjamin. En fait, j'avais quelques questions pour vous. Tout d'abord, c'est quoi la Déraille? Eh bien, la Déraille, c'est une coopérative de vélo à Sherbrooke, située à l'université, en fait, sur le campus de l'université de Sherbrooke. Puis, c'est un service qu'on offre d'entretien et de réparation de vélos, mais spécialement de formation dans ces deux domaines-là. Super. Puis, outre justement les formations dans ces deux domaines-là, vous offrez quoi à vos membres? On a également en fait un service de vente de pièces de vélo. Donc, on a un inventaire ici, sur place, sur le campus. Par contre, pour les pièces plus spécialisées qu'on n'aurait pas en inventaire ici, eh bien, on fait affaire avec 2 fournisseurs, puis on fait des commandes mensuelles pour ces pièces-là. Super, j'imagine qu'il y a quand même un certain coût rattaché à ça pour la coopérative. Devenir membre, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte 10 $, mais c'est pas un membrariat à l'année, c'est un membrariat à vie. Donc, c'est un 10 $ et voilà, le tour est joué. Quand même très, très intéressant. Je voudrais terminer un peu notre entrevue sur une question qui nous revient souvent par nos personnes qui nous écoutent. Pour le vélo d'hiver, est-ce que vous offrez certains services? Est-ce que c'est ouvert à l'année? Oui, effectivement. On est conscient de l'engouement pour le vélo d'hiver ici à Sherbrooke en particulier. Puis donc notre service, considérant qu'on a plusieurs bénévoles qui sont disponibles à l'année, eh bien on a un service qui nous permet justement d'offrir de l'aide pour l'entretien et la réparation de vélos d'hiver aussi. Super. Ben, je vous remercie beaucoup de votre temps, M. Bérubé. Ça fait plaisir. Je pense que je vais aider le monsieur là-bas, ça vous dérange pas. Bonne journée. Donc, c'était Benjamin pour QBC à l'Université de Sherbrooke. Avec une réduction des maladies chroniques et donc des journées d'absentéisme, de sorties gratuites en plein air et plus besoin d'acheter une passe de gym, Tom se demande pourquoi il n'avait pas fait le changement avant. On me dit souvent que faire du vélo, c'est bon pour l'environnement. Honnêtement, je fais ça pour le Strava, pour les girls, le body, la validation, le fame. J'ai arrêté d'aller bencher pour apprendre à éviter les nids de poules que les miguettes des cocottes. Pas 4 heures pour aller se rasseoir. Bon, ok là. Ça, c'est vraiment pas nécessaire pour faire du vélo. Même que cette scène-là est un peu exagérée. Thomas peut laisser tomber le réfléchissant, les pit vipers et les shorts moulants pour porter une belle chemise quand même. Avec le vélo approprié, genre un vélo électrique, il peut quand même se rendre à sa date sans avoir l'air fou, puis sans suer comme un porc. Des études ont montré que les gens qui se déplacent activement ont tendance à être perçus comme plus attirants, probablement à cause de leur santé puis de leur confiance.
Hey là, je vais pas me plaindre si ça me donne une petite tâche sur Tinder. J'ai jamais eu autant de super like. Le vélo, c'est aussi un ingrédient secret du fameux Summer Body. À raison d'une heure de vélo par jour, pour une personne comme Thomas, ça représente une bonne demi-poutine. Hey, la poutine, c'est sacré. J'en mangeais au complet, peu importe. Puis de toute façon, là, poutine ou pas, je prends mon bike anyways. Ça reste que Thomas aime la nature, même qu'il fait parfois du plein air. Tu sais, comment est-ce qu'il ferait pour mettre son compte Tinder à jour? Grand fan de nature et de plein air. J'adore les aventures. Seras-tu ma prochaine? Même pour lui, c'est pertinent de faire attention à l'environnement. En faisant du vélo, il accomplit ça à merveille. Les infrastructures pour les voitures prennent énormément d'espace sur le territoire. Par exemple, si on regarde le secteur Wellington Nord et le secteur Wellington Sud, c'est 30 à 40% du territoire qui est réservé aux voitures, soit à cause des stationnements ou à cause des routes. Tous ces espaces-là étaient autrefois des forêts, des milieux humides ou même des parcs qu'aurait pu utiliser Thomas pour relaxer. Puisqu'il prend son vélo, Thomas n'a plus besoin de chercher de stationnement. Sans le besoin de ces énormes carrés d'asphalte, on a bien plus d'espace pour des logements, des parcs, des milieux humides et qui sait, peut-être même une nouvelle aréna communautaire. Puisque les vélos sont plus petits que des véhicules et qu'ils ont besoin de routes moins larges, ces routes sont capables de faire circuler davantage de personnes pour la même largeur. Bon, finalement, Thomas a compris que c'était plus simple, moins cher et meilleur pour sa santé de faire du vélo. En plus, à travers tout ça, il a aussi rencontré des communautés accueillantes et inspirantes. Il a réalisé que des rues piétonnes et des espaces verts, c'est bien plus intéressant que des grands boulevards. Il a fait le meilleur geste qu'il aurait pu faire pour l'environnement, sans même le vouloir. On réalise au travers le personnage de Thomas que certains gestes environnementaux prennent forme sans même qu'on s'en rende compte. Imaginez quand on a vraiment envie. Et ce, à différentes échelles personnelles, collectives, municipales même. Si nos élus et nos municipalités mettaient plus d'énergie dans nos infrastructures en faveur des bienfaits qu'elles apporteraient à la population, peut-être bien que d'autres personnes comme Thomas se mettraient aussi au vélo. Bon. Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. Je pense que le Vibazou, il peut attendre. Pas ton vélo? Oh non! Ça va bien? Oui. Fuck! Oh, c'est cycliste de tabarnak! Bonjour, je m'appelle Judith, je suis cycliste 4 saisons à Sherbrooke depuis très longtemps, aussi maman de 2 cyclistes maintenant aussi, ce qui vient changer ma perception. Puis je suis administratrice du groupe Vélo urbain Sherbrooke, qui est un collectif cycliste sur les médias sociaux. J'ai récemment vécu une situation dangereuse à vélo. Je pense que c'est un événement récurrent quand on est cycliste aussi, que de vivre malheureusement des situations comme ça. Je revenais du centre culturel le soir après une pièce de théâtre. J'étais sur ma piste cyclable en contresens sur Donneau. Je suis en jaune fluo, j'ai des lumières, j'ai mon casque. Puis j'ai senti que l'automobiliste déviait de sa voie, il arrivait face à moi. J'ai essayé de faire un contact visuel, rien. J'ai levé la main pour attirer son regard, rien. Mais je sentais aussi que c'était voulu, que c'était un jeu pour lui d'essayer de me pousser le plus sur le côté de la route possible. À ce moment-là, j'ai ressenti énormément de colère, honnêtement. Moi, j'étais au bon endroit, j'étais pas en tort, j'avais pas à me sentir en danger à ce moment-là. Mais je roule beaucoup avec mes enfants aussi, puis je me dis que ça peut leur arriver, puis j'ai pas envie que ce soit ça leur perception non plus des déplacements cyclistes à Sherbrooke. J'aime penser que c'est seulement un manque de savoir quand on réussit à se mettre à la position de l'autre. Puis, mine de rien, beaucoup de ces gens-là sont aussi piétons à leurs heures ou sont peut-être même cyclistes récréotouristiques la fin de semaine. Donc, j'espère qu'à force de côtoyer les différents modes, il va y avoir cet apprentissage-là. Mais en effet, le code de la route est mal compris par les automobilistes, par plusieurs automobilistes par rapport aux cyclistes. Puis il y a encore des policiers parfois qui viennent contester à certains cyclistes, ben t'avais pas le droit de faire ça. Puis on ressort le code de la route, oui, en effet, j'avais le droit de faire ça. Donc oui, il y a un manque d'éducation, il y a un manque peut-être de curiosité aussi.
Donc, dans le groupe Vélo urbain Sherbrooke, donc le forum sur Facebook, en effet, on constate de plus en plus de violence aussi dans les propos. On a beaucoup plus de modération à faire. On a même mieux à mettre des questions d'entrée pour s'assurer que c'était pas des gens qui venaient envenimer le discours. On est dans un système où les règles du jeu ont été faites par des automobilistes pour des automobilistes. Ensuite, on se bat sur « Ah, mais là, la voie, elle est réduite maintenant qu'ils ont fait une piste cyclable. » Mais si on prend les pourcentages de déplacement de chacun des modes de transport et qu'on alloue l'espace public par mode de déplacement, bien, les cyclistes, les piétons et les gens de transport en commun auraient beaucoup plus d'espace de voirie que ça en ce moment. Donc, on est dans un système complètement inégal parce que les règles ont été faites par des automobilistes pour des automobilistes. Il y a différentes pistes d'amélioration, mais notamment les médias. Si on réussit à changer le discours médiatique, de mettre en compétition tous les modes de transport au lieu de comprendre qu'on collectivement on avance ensemble, ça ferait une grande différence. Les comportements agressifs ou de manque de civisme, en fait, que je constate le plus souvent sur les routes à Sherbrooke, c'est la violence ordinaire. De ne pas laisser l'espace suffisant lorsqu'on dépasse, d'accélérer pour venir couper directement à droite, directement dans la face du cycliste. La violence envers les cyclistes est extrêmement banalisée dans notre société. Souvent, la faute va revenir aux cyclistes aussi. C'est comme si un petit coup de roue, là, c'était pas vraiment violent. C'est depuis très peu que l'emportiérage, en fait, est considéré comme un acte criminel. Donc, il y a des gens qui en mourraient, ou c'est très violent que de se faire ouvrir une portière dessus. Évidemment, je crois que l'automobiliste ne vise jamais à tuer un cycliste en l'emportierant, mais comme on ne prend pas au sérieux la violence faite aux cyclistes, on ne les met pas de l'avant. Je pense qu'en effet, il y a peu de filtres, les gens ont peu de gêne sur les médias sociaux. On apprend à ne jamais aller lire les commentaires, finalement. Mais c'est ces gens-là qui sont dans une chambre d'écho, comme on peut l'être de d'autres façons, mais qui sont dans une chambre d'écho qui se donnent raison entre eux. Puis ça fait un mouvement qui, entre eux, ils justifient leur comportement. Puis après, une fois là, qu'ils sont sortis de leur petite chambre d'écho de médias sociaux, c'est comme si ça les légitimait sur la route. Je pense que ces gens-là ne prennent pas conscience de leurs actions, ne prennent pas conscience de leurs paroles, des effets qu'ils peuvent avoir et ont un sentiment d'appartenance envers un groupe de « Ah oui, moi, je suis anti-cycliste ». Je pense qu'il y a un différent traitement des automobilistes selon le cycliste à qui ils ont affaire. Si je parle de mon expérience vécue, le fait d'être une femme, je pense que je vais recevoir des commentaires beaucoup plus sexistes. Lorsque je suis avec des enfants, les comportements ne sont pas plus courtois, honnêtement, ce qui me fascine et me désole. L'importance d'avoir un réseau cyclable plus structurant à Sherbrooke, mais c'est de permettre justement à des nouvelles personnes d'adhérer au vélo. Parce que le vélo, au-delà du débat politique, de la polarisation, c'est un mode de déplacement fantastique en ville. Souvent, on va évaluer que sur 8 km, ça reste le moyen de transport le plus efficace du point A au point B. Donc, le plus de gens on est en mesure d'attirer vers les pistes cyclables, bien, il y a des effets rebonds sur la sédentarité, sur le système de santé, sur le tissu social, parce qu'on communique beaucoup plus quand on est à échelle humaine comme ça que de véhicule à véhicule. Je trouve que les pistes cyclables, c'est très important pour la sécurité. C'est toutefois pas le seul élément. Je pense que la culture du partage de la route vient avant les pistes cyclables, parce que si tout le monde partageait bien la chaussée, dépassait avec un espace de 1,5 mètre, respectait les limites de vitesse, on n'aurait pas besoin de pistes cyclables autant. Tu sais, ça serait intéressant, justement, lorsqu'on parle de populations peut-être plus vulnérables, mais sinon, pour des déplacements quotidiens de gens plus habitués, pouvoir prendre la King sans se demander si on va se faire coller ou couper ou éclabousser ou quoi que ce soit, mais ça serait vraiment intéressant. Ça va bien? Oui. Si.
Aussi parce que comme j'étais française, je préfère. Donc le vélo a une place importante pour nous et c'était quelque chose qu'on voulait transmettre dès le début. Donc comme tous parents, s'acheter un nouveau véhicule. Donc nous, on s'est acheté un vélo cargo quand on a appris ma première grossesse. Ma fille aînée était dans un vélo, elle avait 5 jours. Voilà, je la tenais dans mes bras, on est juste allé se chercher une crème glacée à 2 coins de rue. Avec vélo, ça marche. En tant que cycliste, on voit qu'il y a une hausse de gens à vélo l'hiver, parce qu'avant c'était tellement anecdotique que limite on se reconnaissait, là on connaissait les équipements. Et maintenant, on voit qu'il y a une plus grande variété, et moi c'est pour ça que le vélo est important pour moi. C'est pas juste je fais du vélo, faites-moi des pistes cyclables, c'est vraiment le vélo, c'est le meilleur outil pour développer une ville à échelle humaine, et ça va pas servir juste les cyclistes, ça va servir aussi les piétons, ça va servir les enfants qui veulent aussi être autonomes et se déplacer à vélo, aller à l'école à vélo. Ok, c'est parti, Dans le fond, depuis que je fais du vélo, j'ai toujours fait du vélo d'hiver, puisque j'étais en France, là les saisons, il n'y avait pas le même impact. Donc quand je suis venue immigrer au Québec, j'avais déjà la volonté de perpétuer cet état d'esprit de je veux pas qu'il y ait de saison du vélo, et donc je ferai du vélo même l'hiver au Québec. Mon conjoint et moi, on voit vraiment le vélo comme plus comme un outil de transport, mais aussi un outil de développement. Moi, pendant 5 ans, j'ai vécu au Québec sans être citoyenne, donc j'avais pas le droit de vote, mais à chaque fois que je prenais mon vélo, que je me déplaçais à vélo, j'avais l'impression de voter. Donc c'était aussi une façon de m'impliquer, autre que par la démarche citoyenne, on va dire plus classique. Aller au travail à vélo, ça met tellement dans une belle énergie pour débuter la journée. Ça met aussi une conclusion. Et je le voyais à Montréal, à un moment, on avait des défis au travail. Mon collègue était mon voisin à une rue près. Il était en auto et le soir, quand il rentrait chez lui, il ruminait tout ce qui se passait pas bien la journée. Et moi, je disais, ah non, moi, je lâche tout sur le vélo, j'arrive chez moi, je suis tranquille, je profite de ma vie, je ne suis plus du tout en mode travail. Et ça, c'est vrai que je trouve que le vélo, c'est une très belle plus-value pour avoir un équilibre au quotidien. J'ai jamais été un fan de vélo. Je prends toujours ma voiture pour aller à l'école. C'est plus simple et c'est plus rapide. C'est parti. Et quand on m'a proposé de faire un documentaire sur le vélo utilitaire, je me suis dit que je pourrais essayer. C'est sûr que au début, c'est décourageant. Mon vélo, il est pas du tout adapté à l'hiver. Je l'utilise juste 3-4 fois par année, l'été, puis c'est tout. En plus, il fait froid, puis prendre mon vélo, ça me demande 30 minutes de plus que d'habitude pour me rendre au cégep. Mais finalement, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de prendre de l'air avant puis après ma journée d'école.
En tant qu'étudiant, là, ça me permet vraiment de me changer les idées et puis de profiter un peu de la nature. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais je crois que je vais en refaire une fois de temps en temps. C'est vraiment une expérience que j'ai appréciée, puis je m'y attendais pas du tout. Je peux pas dire que je suis rendu un fan de vélo, mais j'ai quand même découvert une expérience. J'ai découvert un moyen de me déplacer qui est plus écologique, puis qui me fait du bien. C'est une bonne alternative à la voiture. Puis même en hiver, je pensais pas que c'était possible d'en faire et finalement c'était quand même assez plaisant et facile, accessible en fait. C'est malgré les températures, le vélo d'hiver, c'est quand même accessible. La région des Cantons de l'Est, puis spécifiquement la Haute-Yamaska, est vraiment particulière pour faire du vélo en hiver. On a énormément de pistes multifonctionnelles en site propre. On parle de pistes qui ne sont pas du tout à côtoyer les voitures, donc c'est vraiment un privilège pour les gens là, de faire du vélo utilitaire sur les pistes en site propre. Ce qui a mené à l'ouverture des pistes durant l'hiver, c'est une initiative de 2 municipalités, Granby et Shefford, en 2022, qui ont souhaité offrir à leurs citoyens la piste L'Estriade et une partie de la Montérégiade entre Granby et Waterloo. Et par la suite, on a trouvé que c'était vraiment une bonne idée et on a fait du pouce là-dessus en ajoutant un corridor avec le Centre d'interprétation de la nature pour ouvrir une plus grande portée vers le parc de la Yamaska. Fait que ça a fait des petits d'une année à l'autre. Puis maintenant, on a même Bromont là, qui se joint aux corridors qui sont déneigés. Près de 12 000 passages ont été calculés juste à l'endroit de la Vélogare, tout près du lac Boivin. Donc, c'est quand même impressionnant qu'il y ait autant de gens entre novembre et mars qui utilisent le vélo. On voit de plus en plus de gens qui partent de Bromont, qui viennent travailler à Shefford ou à Granby. Donc, la piste est en continu et sans danger à côtoyer les véhicules. Il y a aussi des routes qui vont être déneigées ou des voies municipales qui vont se rendre jusqu'au cégep, jusqu'à l'hôpital de Granby. Donc, les gens peuvent vraiment faire le trajet de façon sécuritaire et on en voit de plus en plus. En 2024, on a les chiffres de 2024 déjà. Près de 12 000 passages ont été calculés juste à l'endroit de la Vélogare, tout près du lac Boivin. Donc, c'est quand même impressionnant qu'il y ait autant de gens entre novembre et mars qui utilisent le vélo. Ce qu'on peut encourager à faire par rapport aux municipalités, c'est de développer des voies cyclables municipales pour l'année, mais de les déneiger pour inciter de plus en plus de citoyens à les utiliser. Puis on invite toute la population à emboîter le pas puis à rouler à longueur d'année.
Moi, je suis directeur d'une équipe de développement en électronique. Je suis ingénieur de formation, mais mon autre passion, c'est le triathlon. Quand je fais pas de l'électronique, je viens à la maison, puis quand je peux, je vais travailler en vélo pour m'entraîner pour mes triathlons. Je cours le midi pendant que au travail. Et je vais aller dans la piscine aussi, soit à Granby ou ici quand il n'y a pas de glace. J'ai commencé le vélo avant, quand je travaillais à Bromont. Puis je restais à Brigham, puis j'ai eu le goût d'aller travailler en vélo. J'y allais une journée par semaine. Puis plus ça allait, après ça, quand j'ai changé d'emploi à Granby, là, je voulais y aller 2, 3 fois semaine ou 4 fois semaine. Là, je m'ambitionnais à faire plus de vélo. C'est de me garder en santé, me garder en forme. Je l'aime parce que ça me permet d'aller travailler en même temps. Donc, ça joint l'utile à l'agréable. Elle a une fonction, pas juste aller n'importe où. Là. Quand j'ai commencé à le faire, j'essayais toujours de calculer combien j'économisais en essence. Puis plus j'économisais en essence, plus je pouvais en mettre sur mon vélo. Les journées de télétravail, je vais aller prendre un petit café à la brûlerie à Granby ou je vais aller peut-être dîner à un restaurant à Bromont. Fait que je continue à en faire quand je peux. Il a fallu que je fasse des recherches parce que j'avais un vieux vélo hybride, puis je voulais pas m'acheter un vélo fat bike. Je trouvais que c'était trop dispendieux juste pour aller travailler, puis ça allait pas vite. Puis en faisant mes recherches, j'ai découvert que je pouvais installer des pneus à clous sur mon vélo, qui était assez large. Puis c'est avec ça que j'ai commencé. Puis heureusement, la piste cyclable est grattée, fait que je peux aller travailler en prenant la piste cyclable. Ma première étape, c'est de regarder la température qu'il fait dehors. Parce que à chaque moins 5 degrés, ça va changer les vêtements que je décide de porter. Comme là, j'ai mis mes culottes de vélo, ça c'est des moins 10 degrés. Il fait moins 15, là, mais j'ai toujours une petite marge. Puis ce que je fais, comme aujourd'hui, je vais mettre des pantalons coupe-vent. Ensuite de ça, la veille, j'ai pensé à brancher mes semelles chauffantes. Ça. Ce que j'ai fait aussi, toute la nuit, j'ai branché ma batterie pour ma lumière. Parce que si je finis de travailler vers 5 heures, il y a des grosses chances que je revienne de noirceur. Puis en passant, la piste cyclable là, de nuit, là, c'est magnifique. Là. Être à moi toute seule, parce que je croise pas grand... Il n'y a pas grand monde assez débile pour faire du vélo ce temps-ci de l'année. À chaque matin, je change mon eau. Pas trop froide. Parce que c'est un bon exercice. Quand j'arrive là-bas, habituellement, quand j'arrive au bureau, je suis trempe. J'ai eu chaud à pédaler. Mettons qu'il ferait moins 25, je n'aurais soit un troisième ou j'en ai un autre plus chaud que je vais. L'idée, c'est toujours d'avoir quelques couches d'oignons, quelques rangs d'oignons. Je suis prêt à partir. Là, je n'ai pas besoin d'allumer ma lumière, mais sinon, le soir, là, je l'allumerai. Il y a 2 ampoules là-dessus, fait que ça éclaire comme en plein jour. Prêt pour une ride? Bonjour, je m'appelle Simon Thibault, j'ai 49 ans, je suis atteint d'épilepsie. En tant que tel, moi, ça a été progressif dans mon cas, depuis que je suis assez jeune, que je sais que je suis épileptique. Depuis que je suis en 5e année, j'avais passé un EEG, fait que j'avais des spasmes, je faisais pas de crise encore, je faisais de la myoclonie, c'était juste des petits spasmes, des petits chocs que j'avais, mais c'était influencé par l'épilepsie. C'était causé par l'épilepsie. Plus tard, dans mon adolescence, j'ai fait des crises, de plus en plus, à chaque année, jusqu'à en faire quasiment 5 ou 6 par jour, 17-18 ans. Tranquillement, la maladie a évolué, mais on a trouvé un bon neurologue qui a quand même trouvé une médication pour, dans le fond, contrôler la maladie. J'ai commencé à avoir une vie. J'ai commencé à pouvoir penser à travailler, à étudier, j'ai eu une famille, fait que je me sentais plus normal. Encore là, j'étais pas tout à fait normal parce que j'avais pas d'auto.
Je me sentais différent par rapport à ça. J'ai accepté mon sort à un moment donné. C'est le vélo qui a fait en sorte que je l'accepte. Fait que j'ai accepté de vivre sans auto, puis de faire tout ce que j'avais à faire avec mon vélo. Fait que oui, tranquillement, pas vite, il a fallu que je me débrouille en plein hiver, aller travailler. Puis là, de temps en temps, là, j'avais un vieux vélo de montagne. Je m'en servais, mais j'étais mal équipé. Aussi, cassé la marboulette une couple de fois. Puis tranquillement, avec le temps, j'ai amélioré mon équipement pour faire en sorte que ce soit plus agréable d'aller travailler en vélo. Puis c'était pas rendu une passion encore, le vélo. C'est que j'avais comme pas le choix. Je me sentais beaucoup jugé quand j'allais travailler en vélo, mais tu sais, j'allais travailler, puis l'objectif, c'était juste de vivre ou de survivre. Dans le fond, le vélo en hiver a fait partie, a progressé pour que ce soit de plus en plus agréable. L'arrivée des pistes cyclables aussi a aidé aussi à pouvoir travailler en plein hiver. Présentement, il y a un projet que je tiens à cœur, c'est le défi Simon. C'est un défi que j'ai emmené puis que j'ai bâti avec Annie Roy, directrice chez Épilepsie Montérégie. Je m'étais rendu au lac Saint-Jean en vélo, tout seul. Je me suis dit, pourquoi pas le faire pour un organisme? Dans le fond, le but du défi Simon, c'est de sensibiliser les gens à l'épilepsie, de faire connaître l'épilepsie. C'est quand même une vieille maladie. En se promenant en vélo à travers le Québec, on sensibilise les gens par rapport à ça. Un organisme communautaire comme Épilepsie Montérégie, c'est la connexion entre le neurologue puis la famille. Des fois, c'est bien beau d'avoir un neurologue, mais à part de ça, ta vie sociale, tes activités, tes questionnements, t'as pas tout le temps le temps d'aller voir ton neurologue pour avoir les réponses à tes questions. Mais en gros, c'est d'aider l'organisme à supporter les gens. C'est pas juste des gens qui font des loisirs, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement par rapport à ça. Je me suis souvent fait crier après, klaxonner ou quoi que ce soit. Mais j'allais travailler. J'allais là parce que j'avais pas le choix. Arrêtez de penser qu'on est là pour déranger le monde. On veut juste travailler. Moi, ça m'a permis de vivre, puis de me sentir libre, puis d'avoir du travail. My name is Shamim and I'm 23 years old and I'm from Afghanistan. I started biking because I wanted to learn that I was capable as a girl, that I could do it, and compared to my country, I feel that I have a lot of opportunities here where I could grow as a girl and to be independent and to have my own choices and to make that decisions, even if it's such a small activity like biking. It gives a feeling of freedom and independence, and also to dream and to reflect on yourself, because when you're going on that journey of biking and when you're starting to bike, you're making yourself reflect on yourself and also to dream bigger. I wouldn't say that biking is an escape from technology, but it is a conscious decision that I'm making to bike and to be more present. And that's something that I would like to integrate into my life, to be more present with the environment, with the nature, and to go outside more often. Not to be dependent on my phone and also with other social medias and everything. We are becoming more dependent on it. So I would like to take that time to myself and to go outside, and biking is something that helps me know myself better and to reflect about the nature, about the environment, and to just take a breath. Everyone has a different relationship with biking. I see it as a kind of activity that helps me to grow as a person and also to reflect back on what I have done before and to feel nostalgic, and that's something that makes me also feel younger and to reflect back on my younger days. I would like to thank my parents for bringing me here and giving me the life and opportunities
And that's one thing that I could bike and all other choices that I can make independently, and to have the right to education, to work, to go outside and not to be afraid of being in danger. Yes. Je m'appelle Liam, j'ai 8 ans. Faire du vélo, j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser comme si je serais dessus une moto. Ça peut faire des jumps. La roue d'en avant est lève. Puis là, nous, on tombe par derrière. Ça peut aller dans le bois. C'est dur de monter les côtes en vélo. On a une grosse côte, on monte la côte, on la descend. On monte, on descend, on monte, on descend. Je prends l'élan, je vais derrière, je cours. Avec mon vélo, je cours, j'embarque, puis là, je réussis à monter. On pouvait voir les arbres, les feuilles, plein d'animaux, les traces de chevreuils à terre, respirer de l'air, prendre du temps seul. Mais qu'est-ce que je voudrais voir à m'amener, ça serait un renard, en vrai, parce que j'aime beaucoup les renards, puis j'en ai jamais vu. Yo me llamo Fernando Nolasco, tengo 42 años. Para mí el concepto de apertura de espacio para la bicicleta es un lugar en el cual uno se desenvuelve libremente. Yo vengo de una ciudad, una selva de cemento, donde por más que la ciudad sea grande, en términos de ir con la bicicleta, son muy cerrados. En Sherbrooke encontré un lugar totalmente abierto, con pistas, muchas pistas ciclables, mucha naturaleza. Bueno, en realidad es una mezcla de ciudad, campo, entonces es el espacio perfecto de apertura para la bicicleta. La cantidad de espacio o rutas para las bicicletas para mí es lo que yo remarco en cuanto a la práctica de este deporte. A mí me permite reconectarme con el pasado, la práctica de la bicicleta, precisamente acá en Sherbrooke, no solamente por los espacios o pistas que estábamos hablando, sino también porque te permite hacer ejercicios, es cierto, pero también es un transporte al pasado en el sentido de recordar a mi hermano con el que practicaba deporte o la bicicleta, carrera de bicicletas con él. Es un tiempo, 30 minutos, 40 minutos de ir al trabajo e ir pensando o escuchando la música que recuerda mucho a mi infancia, a la época de familia. Acá me encuentro solo con mi hija, pero entonces esos 30 o 40 minutos para mí son especiales. Para ir al trabajo en bicicleta influye un montón, en el sentido de hay mañanas, como todo mundo, que uno se levanta con ánimos o renegando por diferentes cosas. Entonces esos 30 minutos de trayecto escuchando tu música, puedo mencionar de repente a Enya, a Hans Zimmer, te dona una paz, entonces te calma la mañana y llegas con el mejor espíritu de comenzar tu trabajo y dar lo mejor de ti para con el día laboral. El trayecto de la bicicleta me trae sensaciones del pasado, como lo mencioné. Uno de esos aspectos es al recordar el pasado, también recuerdo a mis abuelos, a mi hermano. Y cuando veo cierto paisaje similar o que me trae un recuerdo particular, me entra un poquito la locura en el sentido de estar hablando. O sea, hablo como si de repente mis abuelos me estuviesen escuchando. Y digo, oye, mi abuela era primitiva, pero yo le decía Mamanico. Yo le digo, oye, Mamanico, ¿te acuerdas de este árbol? Cuando me caí y me paro un rato con la bicicleta y empiezo a hablar solo. No estoy loco, es solamente es una especie de felicidad interna que uno llega cuando ve ciertas cosas en el trayecto. Y eso también es un punto positivo de manejar la bicicleta.
Je m'appelle Catherine Mongeau, j'ai 40 ans et je suis adjointe administrative. J'ai appris à faire du vélo à mes 34 ans. En fait, j'avais essayé quand j'étais jeune, mais j'avais jamais réussi pour diverses raisons. Puis d'avoir franchi l'étape d'être sur mon vélo, puis de pouvoir comme me lancer avec lui sur la route, c'est comme un sentiment de liberté, en fait, puis une grande fierté d'avoir passé à travers ce processus-là. Les sensations que je vis quand je fais du vélo, c'est comme un mélange de liberté mélangé avec comme si je n'étais pas en contrôle. Quand j'étais jeune, c'était comme insurmontable d'embarquer là-dessus, puis de ne pas avoir peur, puis d'oser comme se laisser aller à rouler sur quelque chose où tu sens que tu n'as pas trop le contrôle, tu sais. Fait que mon processus d'apprentissage du vélo, ça a été vraiment une expérience presque spirituelle, là, mais de passer, d'apprendre avec ton physique comment te placer sur le vélo et tout ça, mais après ça, tout le mental d'avoir à lâcher prise, tu sais, puis de lâcher la peur, puis que là, tout ça fasse une communion, puis tu sois capable de laisser aller, tu sais. Fait que quand je me retrouve sur le vélo, il y a comme un sentiment de liberté, mais aussi de comme si j'ai pas tout le contrôle parce qu'il y a quelque chose qui roule en dessous de moi, mais que quand même, je me laisse aller là-dedans, puis j'apprécie ce moment-là. Fait que c'est quelque chose de vraiment plaisant. Quand je me suis vraiment décidée à 34 ans à faire du vélo, ma fille, en fait, sortait avec moi ou son père le soir pour essayer de faire du vélo. Elle comprenait notre vélo les deux, tous les jours, ensemble. On sortait dans la rue, puis on essayait. Puis elle a vu que moi aussi, j'étais comme « Ah, c'est difficile, ah! » Puis le lendemain, j'étais comme « On sort encore, puis on y va. » Puis là, ben, il y a eu une petite compétition, tu sais, fait qu'elle a eu envie d'apprendre avant moi, tu sais, vraiment de laisser aller papa qui tient en arrière et tout ça, puis d'y aller tout seul avant moi. Fait que 2 jours avant moi, elle a réussi à faire du vélo. Puis après ça, c'était elle qui disait « Vas-y, maman, là, concentre-toi, là, fais ça, place-toi comme ça. » Puis là, elle m'encourageait à continuer à persévérer sur comment essayer, puis de lâcher la peur aussi. Ça a été vraiment ça que pour nous, ça a été à franchir. Fait que c'était vraiment une grande fierté de pouvoir traverser ce processus-là avec elle, puis de lui apprendre tellement de valeurs importantes sur toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Bien, ça demande cette exigence-là d'essayer de persévérer puis d'affronter, dans le fond, ce qui est inconfortable un peu, pour après ça vivre le résultat de réussite puis d'être vraiment fier de nous.